Salut Lulu, et j'ai toujours la tête dans le cul et toujours pas de trépied, donc on va essayer de stabiliser cette caméra, mais avec une main c'est assez difficile, sachant que de l'autre je tiens un petit micro que vous pouvez voir. Ah ah, parce que je l'ai fait entrer dans le cadre. Anyway, je suis le docteur Pralinus et je vous présente cette petite section de la nuit radio dans la cuisine consacrée à Fantastic Beasts, le dernier film de l'univers de Harry Potter, scénarisé par J.K. Rowling. La table ronde visait à confronter nos opinions diverses autour de ce film, qui a ravivé la nostalgie de certains et certaines, mais aussi suscité quelques petits questionnements quant à l'utilisation permanente de symboliques liées à la représentation des minorités, à la tolérance et tout ça, alors qu'on pourrait aussi aborder ces thématiques de façon plus frontale, c'est-à-dire en mettant par exemple plus de minorités visibles à l'écran qui ne soient pas des elfes de maison. Je spoil un petit peu, désolé. Donc, autour de la table dans la cuisine, il y avait Noyo, Cordelia. Il devait y avoir Buffy Mars, mais finalement on a eu la présence de la merveilleuse Elena, et puis moi-même, le docteur Pralinus. Donc évidemment nous avons eu des spoilers, nous avons spoilé comme des gros cochons, et ensuite et on a évoqué des violences, de l'homophobie, et entre autres problèmes. Donc voilà pour les triggers. Eh bien, bonne réécoute si vous réécoutez, bonne écoute si vous écoutez, et je vous laisse. À la prochaine. En guise de transition. Alors, attends, comment c'est déjà? Je n'ai pas vu The Harry Potter Musical. Get back to Hogwarts. I'm gonna get it back to school. Like the witch and the wizard, the magical beast, the goblin, the ghost and the magical feast. It's all that I love and it's all that I need at Hogwarts, Hogwarts. I think we're going back. Voilà. Donc allez voir Harry Potter Musical, c'est disponible sur YouTube et c'est grave cool. C'est vraiment extrêmement drôle. J'ai jamais le temps de regarder, c'est tout. Alors, changement de programme, Buffy est un peu fatiguée puisque tout à l'heure elle a enchaîné 3 panels. Donc on vous a trouvé 2 autres personnes qui ont vu Fantastic Beasts qui vont venir en parler avec vous. Voilà, vous avez une demi-heure. Alors, il s'agit de Noyo et Elena. Voilà. Viens là, Elena. Ouais. Donc nous allons parler de Fantastic Beasts, donc le dernier film de la franchise Harry Potter qui est sorti au cinéma le mois dernier, avec Eddie Redmayne et divers. Eddie Redmayne. Voilà, très bien, merci pour la correction. Écrit comme ça, je sais pas comment ça se prononce. Redmayne. Voilà. Donc alors, vous avez tous été le voir? Ouais. Okay. Ouais. Oui, bien sûr. C'est bien. Pour en parler, c'est mieux quand même. Je suppose. Mais on aurait pu aussi le regarder illégalement. Oui, tout à fait. Les copies, enfin les gens qui filment avec leur portable, de façon très confortable. Donc tout le monde l'a vu au cinéma. Oui, alors c'est pas très légal, donc on va pas commencer à évoquer des solutions. Si, bien sûr. Je l'ai vu au cinéma, ouais. Alors, quelle a été votre première réaction à chaud? Enfin, lorsque vous êtes sorti de la salle de cinéma, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Déjà, je me faisais. Alors oui, pardon, on va spoiler de ouf, mais genre de ouf, quoi. Donc on en a rien à foutre, quoi. Donc voilà, si vous l'avez pas vu, désolé. Partez. Alors donc déjà je me faisais une fête d'y aller parce que c'était genre aller voir un film Harry Potter avec ma fratrie, puisque il se trouvait que ce week-end-là j'étais de retour à la maison dans la famille, il y avait mon frère, ma sœur et ma maman. Alors je les ai traînés, j'ai dit hey, il y a un film Harry Potter qui est sorti, on va aller le voir ensemble, ce sera comme quand on avait 11 ans, c'est trop bien. Et du coup on était tout excités, on était on va voir un film Harry Potter, on était tous tout contents. Et du coup on s'est installé en plus dans la ville où on a grandi, donc c'était très les Fields. Et quand je suis sortie, j'étais là, il y a mon petit cœur d'enfant qui est en mode ouais, et il y a mon esprit d'adulte qui est plutôt mais. Donc voilà, à chaud c'est ça, je dis ouais, mais. Et toi? Alors déjà bonsoir, ici Elena. J'ai eu à peu près la même réaction que Pralinus, c'est-à-dire que je suis allée voir le film, j'ai absolument apprécié tous les aspects cinématographiques, il y avait une image incroyable, j'ai trouvé notamment une animation qui était extrêmement réussie. C'était un vrai plaisir d'aller voir ce film, notamment quand on avait vu tout l'univers Harry Potter. Le problème, c'est que effectivement, on a pu 11 ans, on est pu aller voir ce film. Aller voir ce film avec un esprit critique d'adulte a été beaucoup plus
beaucoup plus difficile parce que j'ai passé mon temps à réfléchir sur beaucoup d'aspects que j'ai trouvé problématiques et du coup, même si j'ai beaucoup apprécié de voir ce film et de me dire c'est une fête visuelle, c'est une nouvelle exploration de l'univers Harry Potter, j'ai beaucoup plus réfléchi à des aspects que j'ai trouvé problématiques et j'ai eu ce même sentiment mi-figue, mi-raisin de me dire c'était génial, mais j'ai trop réfléchi et du coup il y a beaucoup d'aspects qui ne m'ont pas plu du tout. Un peu pareil que les deux autres pour le coup, mais moi il m'a manqué quelque chose un petit peu de fantastique, justement, j'ai trouvé dans le film, dans le sens où j'ai pas été transporté, j'ai trouvé que j'ai beaucoup apprécié le film en tant qu'histoire et en tant que film, mais j'ai pas eu d'attachement au personnage particulier à part le personnage de Jacob. Voilà, que j'ai trouvé, j'aurais tellement apprécié que ce soit lui le héros du film en fait. Et à l'inverse, le personnage de Newt m'a vraiment pas plu du tout. Laissez Newt tranquille. Il était mignon. Ouais, il est mignon, mais il est absolument horripilant pendant toute la durée du film. J'aime bien Pas forcément. les idées du fandom sur Newt, mais en soi, effectivement, j'ai eu aucun attachement sur lui. Mais par contre, quand le fandom va dire qu'il pourrait être une représentation neuroatypique, je trouve ça hyper intéressant pour le coup. Quelqu'un d'autiste, par exemple, effectivement, il y a des moments où il le joue un petit peu comme un autiste, même si ça peut être caricatural. C'est une amie qui m'en a parlé, et du coup, j'étais là, ouais, ça peut être intéressant, mais en soi, j'ai trouvé le personnage... mais voilà. Ouais, bah, je vous rejoins là-dessus, hein, je pense j'étais trop hypée, genre pendant tout le film, j'avais la banane, enfin c'était genre en mode c'est trop bien. Ouais. Genre en fait, plus j'y réfléchissais après, plus je me disais mais ça. Oh, mais... Oui, c'est ça. Voilà, en gros, globalement. Pardon si t'avais pas fini, je sais pas. Non, mais parce qu'en fait, moi, ce que je comprends pas, c'est ce qui m'a vraiment empêché d'apprécier le film, je pense, à fond, même si j'ai beaucoup apprécié en fait tous les ressorts scénaristiques qu'il y a eu dans le film, mais les réactions des personnages les uns avec les autres m'ont vraiment dérangé. Je sais pas. Je ne comprends pas. Autant Jacob, je comprends pourquoi est-ce qu'il apprécie, enfin est-ce qu'il entre guillemets pardonne à Newt d'être ce qu'il est, parce que c'est son caractère, parce que c'est par lui qu'il découvre la magie, par lui qu'il découvre cet univers. Mais par exemple Tina, je ne comprends pas ce qui fait que Tina apprécie Newt à la fin. Tina a le charisme d'une moule. C'est avec Newt, vraiment, j'ai les deux leads. Oh. Ah ouais, non, la fin avec Tina et Newt, j'étais là en mode mais non, mais Oui, elle servait à ça rien, n'a ça pas c'est sûr. d'intérêt. ça sert à rien quoi. Pas d'intérêt. Mais Pour moi, elle le traîne tout du long. Et à la fin, au contraire, elle est plutôt contente de s'en débarrasser. Enfin, c'était dans mon idée. Et en fait, ah bah non. mais bienvenue dans la romance hétérosexuelle. Ouais, ça m'a gonflé qu'il y ait une romance en fait tout du long. J'étais là, c'est cool, ils ont l'air d'avoir plutôt des interactions de poteaux, mais en fait non. Non. Mais ça peut être intéressant quand même si le fandom se le réapproprie de cette façon, je trouve. C'est l'idée que le fait qu'il soit autiste, ça lui crée des espèces de relations différentes avec les gens, et le fait justement qu'il reste assez froid, assez à distance l'un de l'autre à la fin, ça peut aussi être intéressant. Mais c'est marrant, moi je l'ai pas vu du tout comme une personne autiste, je l'ai vu comme quelqu'un embarqué dans un délire très centré sur la nature, et justement notamment à un moment il y a une réplique assez justement fameuse. c'est typique en fait, les autistes peuvent plus, il y a certains types d'autisme où tu peux plus communiquer avec la nature et pas avec D'accord. les humains, donc c'est aussi ça. Il y a justement un des portraits des culottés, je ne sais plus lequel, où il y a une femme qui est autiste qui a inventé des choses pour que les bovins se sentent mieux, parce qu'elle comprenait le langage du corps des bovins et pas des humains. Oui. Mais en tout cas, effectivement, le fait qu'il ait une interaction plus profonde avec la nature, et qu'ils disent que les créatures les plus cruelles sur Terre, ce sont les humains et ce ne sont pas les créatures magiques. Et c'est pour ça, justement, que Jacob parvient à avoir une empathie plus grande avec ces créatures magiques qui peuvent être extrêmement dangereuses, mais qui sont présentées sous un prisme pas forcément domestiqué, mais en tout cas plus compris, plus déconstruit, et qui du coup sont des créatures magiques, fantastiques, mais qui ne sont pas forcément et obligatoirement des créatures plus dangereuses pour l'homme. Je trouvais que Newt était juste simplement centré sur cet aspect-là de la nature, et que lui n'était pas quelqu'un de forcément très sociable. Alors effectivement, ça peut rejoindre le prisme de l'autisme là-dessus, c'est pas quelque chose sur lequel je suis forcément très très à jour, mais
Du coup, le fait qu'il ait une relation avec Tina, pour moi, était plus fascinée par l'innocence de ce garçon-là, qui n'avait pas forcément beaucoup d'intérêt pour les personnes humaines et qui était beaucoup plus centré sur la nature et comment on fait pour comprendre ces bêtes qui ne sont pas forcément des menaces pour l'homme, me paraissait intéressant parce que c'était un signe d'une espèce d'idéalisation de l'innocence. Je trouve qu'il y avait quand même, peut-être pour partir sur les points positifs du film que j'ai retenu en termes de représentation, juste Jacob et j'ai perdu son nom, la sœur. C'est la première fois qu'on voit un personnage, enfin s'il y avait Neville d'une certaine façon, mais un personnage gros, il y a un peu de blague de fat shaming, mais le personnage de Jacob c'est le préféré de tout le monde, donc un personnage gros très positif c'est J.K. Rowling, et un personnage girly très positif c'est J.K. Rowling. Oui, c'est vrai. C'est ce que j'ai retenu de cool, mais pour le reste il y a plein de choses qui m'ont fait cringer, donc les questions des représentations peut-être on peut passer Alors à... moi j'ai envie de dire J.K. Rowling, enfin pas forcément que J.K. Rowling, mais je veux dire bon, on a un discours sur la discrimination qui clairement à chaque fois, enfin que ce soit dans Harry Potter d'ailleurs, on a des discours sur les oppressions sans jamais représenter de personnes opprimées. Ah si, attends, les elfes de maison ont des accents de personnes noires, c'est malaisant. Et il y a justement l'une des exécutrices qui est noire et qui, elle, justement, parle avec un accent noir très prononcé, avec une espèce d'accent, entre guillemets, ghetto, qui n'est pas très valeur en ça, mais qui, justement, est considéré comme étant un accent plus noir, alors qu'il y a aussi la présidente noire qui ne sert qu'à se tromper qui est là pour faire un quota, quoi. Clairement, elle était là sur les affiches. Sur tout le film. Pourquoi elle est là On ne sait pas pourquoi elle est là. Elle était là sur les affiches, je me suis dit, tiens, voilà, on verra. Tout son texte est remplacé par Colin Farrell à part la fin, et puis c'est la même chose. Et à la fin, et clairement, c'était, on va mettre un personnage comme Kinsey, Kinsey. C'est exactement ça. Et on va copier-coller et on va la mettre là-bas. Et on va faire une femme comme ça, c'est original. Elle se trompe, qu'elle a faux sur absolument toute la ligne, alors que Kinsey est censé être le personnage qui a toujours raison. Il était plutôt positif comme personnage. Juste pour revenir quelqu'un sur le chat, Calvin TH, je pense que les interprétations sur l'autisme du perso principal, faut y faire gaffe. Il y a vite fait d'y plaquer plein de clichés assez bof. Le truc c'est que c'est quelqu'un qui est concerné qui m'en a parlé, donc je pense que ça se tient de toute façon comme interprétation, et il y a plein de bons arguments là-dessus. Voilà, donc je trouve que ça se tient pour Newt, même si l'acteur, elle m'a dit, le joue un peu de façon caricaturale. Voilà. Après, c'est ce qu'on demande souvent à Eddie Redmayne aussi. Si on a vu d'autres films de lui, on lui demande toujours de faire le mec assez empoté, assez timide. Ah oui. Et jamais porté sur l'autre, mais toujours assez renfermé, un peu brillant, dans une manière un peu excentrique. Donc, c'est pas si surprenant de ça qu'on lui demandait ça à lui. Sinon, il y a le subtexte queer dans... Et juste pour, avant de passer sur le subtexte queer, ce que je trouve le plus intéressant en général dans le fandom HP, etc., ou même dans les fandoms de manière générale, c'est justement la réappropriation par les fans de certains traits de caractère, de certaines caractéristiques, en fait, pour ensuite en faire des trucs cool. Et enfin voilà, c'est... Par exemple, Hermione Noire, ça venait du fandom, bien sûr. À la base. Tout à fait. Donc, les représentations queer. Allons-y. Ça va pas. Ça va pas du tout. Ça va pas. Déjà, il n'y a rien d'explicité. Toujours, on est dans le cas de Dumbledore qui reste dans son placard tout le long du bouquin, mais en fait, on nous dit après coup qu'il il était homosexuel. Donc, on a un personnage homosexuel, donc ça compte. Non. Et là, encore une fois, on a un subtexte que tout du long, moi je faisais du rolling eyes en fait avec Credence et Croyance, ouais. Et du coup, comment il s'appelait je sais plus son faux nom, puisque Graves. Ouais, ça. Graves. Bon, le méchant quoi. Le méchant qui en fait est Johnny Depp. C'est Johnny Depp à blond avec des moustaches. En fait, du coup, c'est un vrai méchant depuis le début. Et tout du long avec le côté, je vais t'amener dans mon univers, là où on te comprendra, etc. Enfin, on est comme toi. Enfin, on est. Je suis comme toi. Toi et moi, on est pareil. Enfin, l'idée des enfants qui ont une différence, donc leur pouvoir magique qu'ils doivent cacher au monde et qui leur crée un tel mal-être, attention, du coup, trigger, je le dis, qu'ils s'autodétruisent. Donc ça peut rappeler des cas de personnes queer qui vont finir par se suicider parce qu'elles sont obligées de se cacher, elles peuvent pas vivre ça pleinement. Enfin, je suis désolée, cette espèce de symbolique-là, c'est du queer dans le texte pour moi.
Et ouais, pour le coup, c'est toujours pas assumé. On en est toujours à des symboliques et à cette idée de queer martyr. On sort jamais de la représentation du queer martyr au cinéma, en fait. Et c'est Il y a le queer martyr et il y a le méchant gay. Le méchant gay, mais oui, le méchant gay qui tripote l'innocent croyance. Ouais, ça m'a énervé. Et puis c'est malsain aussi parce que honnêtement, enfin une relation queer quelle qu'elle soit avec posée à la base sur des personnages que le personnage soit méchant ou pas, mais qu'il y a une telle un tel degré comment expliquer, j'ai pas le terme en tête, un tel degré d'autorité d'un personnage sur l'autre et d'importance d'un personnage sur l'autre, et donc dans tout le film Grave manipule Credence et le rabaisse constamment. Comment est-ce qu'on peut considérer ça comme une bonne façon de voir les choses et comme une bonne représentation? De toute façon, il est méchant, voilà. Il est méchant, ouais. Et en plus, disons que déjà, ça me faisait rolling eyes tout du long, mais en plus, à la fin, c'est Geller Grindelwald, quoi. Et Geller Grindelwald, après, bon, c'est peut-être le fait que j'ai beaucoup traîné dans le fandom, etc., et que Geller, la relation de Geller-Albus, c'est globalement la seule relation qu'on a plus ou moins canon sous la main, à se mettre sous la dent. Et du coup, en plus, c'est l'un des seuls personnages qu'on pouvait plus ou moins présupposer de ce bord-là, par association avec Dumbledore. Et du coup, ça renforçait encore plus le côté parce que en plus c'est l'un des personnages. Ouais, non, alors je sais pas ce gay qu'on a sous la main. C'est quoi le pire, parce que dès que Graves est arrivé, j'étais là. Celui-là, il est du côté de Grindelwald. Grindelwald a une armée de méchants et ils sont tous gays dans son armée. Du coup, je me suis dit, les méchants sont gays dans Harry Potter, voilà. Donc je sais pas ce qu'il y a de pire entre ça, se dire tous les méchants sont gays, ou alors se dire, le seul gay, il y a un seul gay dans Harry Potter, c'est Grindelwald et il est méchant. Je sais pas. Ou Albus Dumbledore. Je me demande vraiment ce qu'ils vont faire, franchement, avec ça, parce qu'il est censé avoir une confrontation et j'ai peur. Non, ça aurait été quand même beaucoup plus intéressant que Grave ne soit pas Grindelwald. Que Grave soit un suiveur. J'ai pas compris. Que Grave soit un suiveur de Grindelwald, qu'il suive ses idées et qu'il les revendique. Ça aurait donné beaucoup plus de poids au personnage de Grindelwald, parce que ça aurait voulu dire que c'est pas le seul à avoir ces idées-là dans cet univers. Enfin, voilà, et parce que ça aurait voulu dire que l'univers est beaucoup plus riche et beaucoup plus consistant, quoi. Parce que là, on a l'impression de voir les 5 mêmes personnages se battre en duel pendant 80 ans. Enfin, je veux dire. Oui, c'est surtout qu'on a prévu quand même 5 films de prévus pour 5 films. Oui, mais 5 comment films. elle va faire tenir ça sur le charisme de Newt Scamander? Eh ben, ça va être très difficile. Mais justement, 5 films sur un méchant, alors que justement, on aurait été intéressé de voir comment le culte de Grindelwald se développe, de même qu'on a vu le culte de Voldemort se développer. Ça aurait été vraiment, même en termes scénaristiques, juste en termes scénaristiques, ça aurait été extrêmement important de voir comment, en parallèle de l'Allemagne de 33 jusqu'à 45, comment ça va se passer, parce qu'elle l'a basé sur les événements de la Seconde Guerre mondiale. Et là, ça a été expédié. Moi, j'ai pas lu le même subtexte, mais après, ça c'est une autre discussion. Ouais, on avait, Mais on est effectivement de la manipulation, et je trouve une espèce de simplicité scénaristique où on a simplement pris ce qu'on pensait être un suiveur fanatique de Grindelwald, qui aurait pu avoir une raison vraiment singulière de penser le secret magique et la relation entre la communauté magique et les Moldus, et de comment une communauté qui oppressée se construit par rapport à une communauté dite dominante, et ça aurait pu avoir des rapports extrêmement importants. Et là, ça a été expédié en 5 minutes de scénario, ça a été fait, et voilà, et on dévoie complètement la saga Harry Potter et comment on construit tout un scénario et une intrigue, et pouf, en 5 minutes, il n'y a plus rien sur l'écran. On avait quand même Voldemort, personne n'osait prononcer son nom, quoi. C'était quand même, c'était pas le Joel rigolo, quoi. Enfin, je veux dire. Mais j'ai pas l'impression qu'il y a un dévoiement. Moi, j'ai juste l'impression que elle était juste pas capable de traiter ces sujets-là, que les fans l'ont fait bien mieux qu'elle, et que maintenant qu'on a tout le fandom qui s'est développé, qui est énorme et qui a produit tellement de bonnes choses, moi je suis juste incapable d'apprécier ce qu'elle fait, parce que c'est moins bon, tout bêtement, et moins intelligent, et même, ça fait... Mais le thème du secret magique, du rapport avec les Moldus, c'est un des trucs que j'ai le plus traité dans mes fanfictions, je trouve ça hyper intéressant,
Et là, son traitement, il est simpliste à souhait. J'adore Jacob, mais... De même, j'ai beaucoup traité de sujets de la magie et du secret magique dans mes fanfictions, et j'ai été extrêmement déçue, en fait, de voir que c'était réduit à 5 minutes de scénario, et de voir qu'il n'y avait pas... peut-être la suite. Ouais, la fin, là, justement, tu te Oui, dis... mais justement, la suite, ça on peut n'aura être pas le le droit à plus, début de la fin du... Parce que dans Harry Potter, je me souvenais qu'il y a un moment où les sorciers peuvent dire qu'ils sont sorciers, alors notamment quand ils partagent la vie de quelqu'un, etc. Il y avait un truc, des tu vois. règles les plus ambiguës. Justement, dans le film, Et ils disent justement, qu'aux États-Unis, c'est pas pas légal, autorisé. Et mais justement, qu'en Angleterre, il y avait- ça l'est. Au Royaume-Uni, Ça l'est déjà au moment des animaux Surtout fantastiques. que pour tous ceux qui ont un peu exploré Pottermore au moment où les informations ont été mises en ligne, il y a, je pense que c'était il y a 2-3 ans, elle expliquait justement comment a été créé le secret magique, et le fait qu'avant, les communautés sorcières et moldues étaient beaucoup plus mêlées, et qu'il n'y avait pas ce besoin du secret magique, et que justement ça a été toute une partie assez conservatrice qui s'est occupée de faire en sorte qu'on séparait bien, et qu'on avait une question, qu'on ramenait ça à une conception de la pureté du sang. Ouais. Donc ouais, je trouve que Et c'était gâché. dans le film, il y a aussi... On parle donc, pas d'ailleurs du sang pur dans le film, tu Non. vois, par exemple, alors que... Parce que de base, s'il n'y a aucune relation avec les moldus, j'imagine, aux États-Unis, Oui, y a- du coup, peut-être le concept... il n'y a pas de sang mêlé, mais... Tu peux t'imaginer aussi de sorciers colons qui soient un peu plus mélangés. Ouais, en mais fait. ils ont quand même des... ou même la question des nez moldus, qui est à peine effleurée, au fait, au final, alors c'est que... Enfin, les nez moldus, ça existe depuis hyper longtemps. Enfin, ils les prennent en compte, forcément. Ils vont à l'école. Ils deviennent pas des obscurus comme ça tout le temps, quoi. Enfin, je veux dire... Mais même la mère la mère adoptive de Credence, Ouais. qui appartient donc à une église anti-magicien, enfin anti-sorcier, c'est dit rapidement pour construire le personnage de Credence et pour construire ça, mais après on l'oublie complètement. Et t'as Si- 350 séquences où il se passe rien, où tu vois juste la gamine qui chante pour te mettre sur une fausse piste, alors qu'ils auraient pu développer massivement, enfin je sais pas, les motivations un peu de ces horribles moldus là. Et cette histoire de journal et C'est d'homme narratif. politique qui finalement n'apporte rien. Ils oublient, on se casse. Est-ce que le personnage, au moins le personnage... Je sais que j'ai appris du coup que que le prochain film serait plus centré sur Dumbledore, mais qu'il y aurait quand même tous les personnages principaux de celui-ci. D'accord, y compris Jacob. Il y a intérêt à avoir Jacob. Et- C'est le seul que je veux suivre. C'est clair, je suis complètement d'accord avec ça, même si je sais pas très bien comment ils vont faire. Donc Et Tina n'est pas là. l'autre question, c'est du coup cette histoire qu'ils ont, le peu qu'ils ont construit de révéler le secret magique des quelques personnages qui ont un brin de pouvoir, le fils le fils et donc le frère du sénateur et le fils du rédacteur en chef de journal, qui croient en la magie et qui veulent le dénoncer, mais que personne ne Mais croit. du coup, il a oublié maintenant. Du coup, il a oublié maintenant. Est-ce que ça veut dire que ça ne sera absolument pas réexploité après, que ça ne sert à rien? Mais dans ce cas-là, pourquoi l'avoir mis là-dedans? Parce C'est sûr, j'ai du parce mal que à le voir, père c'était John Voight. Voilà. Donc ça fait un nom à l'affiche. C'est tout. Mais je me demande vraiment, ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, à la fin du film, en fait, qu'est-ce qui a eu lieu? On a capturé des Pokémon à travers New York, ok, c'était très cool. Il y a un passage quand même, il lance une Pokéball. C'est pas possible. Clairement. Il lance une Pokéball, ça fait qu'il y a 3 ennemis qui se trébuchent, et voilà. Clairement, pour le coup, la partie, on est en train de bâcher le film, mais la partie créature magique est quand même hyper C'était réussie. grave cool, Les ouais, animations bien sont sûr. superbes, et honnêtement, si le film ça avait juste été une petite exploration, peut-être anecdotique, mais qui te présente vraiment le lien qui approfondit pour le coup, approfondir juste un des aspects du film, c'est-à-dire les créatures magiques, ça aurait été cool. En plus, le film aurait mérité son nom Mais pour c'est le ça, coup. un film bien complètement du point de vue de Jacob, avec Newt qui est de passage et qui lui fait découvrir ces histoires-là, qui lui fait découvrir la magie et les créatures fantastiques, et que t'as je pense que c'est ça qui manque. Il manque un véritable émerveillement auquel tu peux t'identifier. Il y a que Jacob qui s'émerveille de voir les créatures magiques. Je veux dire, Tina, elle voit une créature magique, tout ce qu'elle voit dans sa tête, c'est il y a un problème. Enfin, Ouais, c'est vrai. j'avais Et pas puis pensé. même, d'ailleurs, il y avait un vrai propos, je veux dire, avec Newt, justement, qui était là sur ne faites pas du mal à ces créatures que vous ne comprenez pas, etc. Enfin, il y avait un le vrai coup, en truc. plus, on en sait fond, et en que- fait, à la fin, on l'a complètement oublié. Enfin, on libère l'espèce de bestiole, D'aigle là, voilà.
Mais il y a un peu de film en c'est un, tout, en fait. quoi. Ouais. C'est un oiseau tonnerre. C'est un aigle tonnerre. Un aigle tonnerre. Voilà. Ouais, c'est Thunderbird. je Alors crois. que il y avait ce côté non, ne leur faites pas de mal, vous les comprenez pas, apprenez à les étudier. Et on sait qu'il a avec, changé enfin. en fait la façon d'aborder les créatures magiques parce que c'est son ouvrage qui est à la base des études Oui, à Poudlard et que rien Pour qu'explorer. le coup, les oiseaux tonnerres, c'est c'est des créatures qui sont dans le lore nord-américain. Oui, Ouais, dans les Rocheuses, je crois. Mais en fait, Jacob sert exactement la même fonction narrative qu'avait Harry quand il est arrivé au début de la série. C'est qu'il découvre un monde absolument merveilleux, avec des pratiques, avec des sœurs, avec des coutumes qui Sauf lui sont que Jacob parfaitement est plus sympa qu'Harry. Sauf que Jacob est effectivement un peu plus adulte qu'Harry et qu'il n'est pas aussi naïf et aussi chiant. Même Et si qui veut j'aime ouvrir beaucoup Harry. une boulangerie, je trouve ça Et trop qui cute. veut ouvrir une boulangerie avec Voilà. C'était trop bien. Et que les boulangeries c'est la vie. Mais voilà, le problème c'est que Harry effectivement, donc il y avait, comme le livre était basé sur toute la perspective et qu'on découvrait avec lui, et que par exemple quand on découvre que Hagrid est un demi-géant. Harry n'a absolument aucun préjugé envers Hagrid parce que pour lui, ça a toujours été son ami et qu'il n'a pas de raison d'avoir un problème avec les parents d'Hagrid, ou en tout cas avec sa mère. Et c'est ça qui était merveilleux dans Harry Potter, c'est que ce gamin-là n'avait pas de préjugés et que justement, il voyait à travers Ron et un peu à travers Hermione, mais surtout à travers Ron, ce que pouvaient être des vues, entre guillemets, plus établies, plus conventionnel. Et que là, dans le rôle de Jacob, c'est exploré pour montrer que ces animaux-là ne sont pas compris, qu'on est au début de la découverte de ce qu'est quelque chose comme la magique éthologie, et que le problème, c'est que il y a une incompréhension qui est récurrente envers le traitement de la magie, envers les créatures, etc. Et c'est pas exploité parce qu'on a décidé que le héros de ce film, c'était Newt. Et du coup, on va se focaliser sur la quête de Newt, qui est plus un prétexte narratif, parce que son prétexte au début, quand il arrive, c'est juste de libérer un animal et on va l'apprendre à la fin du film. Et ça aura juste été un prétexte pour qu'il arrive à au New milieu York. du film quand je parle. Au milieu, mais au milieu, et c'est à la fin qu'il va le relâcher, mais au milieu, il sait très bien qu'il va pas le faire. Il n'est pas en situation de le faire, il a des problèmes plus importants sur les bras. Donc ça a vraiment été un prétexte narratif pour l'inclure dans la série, quoi. Mais moi, la question que je me pose, c'est du coup, le film, il s'adresse à qui ? Ouais. Parce que, Harry Potter... Pétition pour qu'on réécrive toute la saga en remplaçant Harry par Jacob. Je signe. Tout le monde est d'accord autour de cette Je table. signe. Mais du coup, le film, il s'adresse à qui ? Parce que Harry Potter, l'une de ses grandes forces, ce que tout le monde répète tout le temps, c'est le fait qu'on ait grandi avec, moi, la première fois que j'ai vu Harry Potter 1, je sais que c'est dans une petite salle, genre une projection faite pour des enfants, je devais avoir 8-9 ans, quelque chose comme ça. Et du coup, j'ai grandi avec les films. J'ai pas grandi avec les livres, mais j'ai rattrapé les livres au fur et à mesure des films après avoir vu Harry Potter 1. Et j'ai grandi avec ça, et même si ça n'a jamais été pour moi ma grande saga, comme ça pouvait l'être pour beaucoup, ça a quand même été une saga avec laquelle j'ai grandi et j'ai évolué. Là, on a un film qui se veut tout public, mais qui va pas chercher le jeune public, qui va pas chercher les gens pour créer une nouvelle saga de 5 films. Il y a des Pokémon. Avec lesquels ils pourraient grandir. Voilà, il y a des Pokémon, d'accord, avec lesquels ils pourraient grandir, et qui ne va pas non plus assez loin dans les quelques problématiques qui peuvent être survolées, abordées rapidement dans le reste du film, ce qui est des problématiques qui pourraient plaire du coup à tout le fandom qui a travaillé ça. Donc ce film, il s'adresse à qui ? Il s'adresse bâtardement à des gens qui découvriraient l'univers et à des gens qui voudraient le retrouver. Et c'est le problème de beaucoup de films, de beaucoup d'histoires qui reprennent aujourd'hui, c'est que tu sais pas. Moi, je pense que justement, le fait que ça développe plus un côté adulte de Harry Potter et le fait que l'univers soit plus sombre, c'est intéressant pour le fandom parce que justement on a grandi avec et maintenant on est grand. Le souci c'est que c'est trop simpliste. En fait j'aurais presque le même problème, là je m'en rends compte, qu'avec Legend of Korra par rapport à la première série Avatar, le dernier maître de l'air, où on avait une première série avec des personnages très enfantins et tout ça, mais et des thèmes qui sont
basique, le bien contre le mal, mais qui était développé de façon très intelligente. Et avec une suite, Korra, on était dans un univers beaucoup plus adulte, avec donc des fans qui avaient grandi, qui pouvaient apprécier ça, sauf que c'était traité de façon trop simpliste, alors que les thèmes étaient hyper ambitieux, à mon sens en tout cas. Enfin, ça s'est amélioré, mais voilà. Et donc là, ce serait peut-être le problème que j'aurais plus. On a eu une première saga qui commençait de façon très film pour enfants, classique, tout ça. Et qui finit quand même sur le top 7 est quand même relatif. Ouais. Enfin, on est quand même sur un truc, tu vois. Et là, on reprend sur cet univers qui est très adulte, qui est très grand, parce qu'on passe à un autre continent. Et ça reste hyper simpliste en fait. Ouais, et ça, c'est un problème parce que le fandom a déjà exploré plein de... Il manque quelque chose, il manque des sujets. Si tu fais 5 films, approfondis dans chacun des films quelque chose, quoi. Surtout que je viens de voir un commentaire de professeur Pissenlit qui aurait pu être intéressant des États-Unis dans l'univers Harry Potter et la rencontre de nombreuses traditions magiques, migration internationale et indienne et la modernité. Et il y a justement le fait que J.K. Rowling a été extrêmement critiquée quand elle a commencé à développer son projet d'école magique aux États-Unis, où elle a en fait, elle s'est complètement approprié tout ce qui était littérature des natives, donc des premiers peuples d'Amérique et des Native Americans, First People, First Nations, et elle a commencé en fait à adapter tout ce qui était les traditions ancestrales de ces divers peuples qui d'ailleurs ne sont pas un seul peuple mais qui sont des tribus extrêmement diverses et qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, et que le problème c'est qu'elle a pris des figures parfois plus ou moins répandues et qu'elle en a fait des figures magiques obligatoirement, et qu'elle a été extrêmement critiquée sur le fait qu'elle n'a pas pris en compte la diversité culturelle non seulement des First Nations et puis après de toutes les vagues d'immigration qui sont extrêmement importantes et variées aux États-Unis, et que nous on a grandi avec cet univers-là, et les fans américains qui sont effectivement beaucoup plus impliqués dans les questions d'identité aux États-Unis n'ont pas du tout été prises en compte, et que ça aurait été intéressant. Justement, il y a une espèce de corrélation. On voit que le monde magique est censé être plus moderne parce que on a une présidente qui est censée être noire, mais qui ne fait que des erreurs, et c'est la seule. Elle est light skin quand même. Elle est light skin. On a en plus on a quelques autres personnages racisés. Donc on a l'une des exécutrices dans l'espèce de couloir de la mort magique. On a Gemma Chan qui est dans l'espèce de conseil du Majen Maggot, qui est un personnage qui n'a pas de nom, qui a une réplique et qui a été mis là pour faire joli. Et il y a les elfes de maison. Oui, et il y a les elfes de maison qui sont libres en plus parce qu'ils ont des vêtements. C'est ça. Mais c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'elle a un peu lu quelques critiques et qu'elle a pris 3 points principaux, et que tout le reste, alors qu'en plus on a grandi et qu'effectivement il aurait fallu faire un choix. Soit on faisait quelque chose de très simple et du coup on n'abordait pas des questions plus modernes de genre, de représentation, de racisme, de classe et autres, soit il fallait justement s'attaquer à ces problèmes-là et faire en sorte que on les traite. Dans un film un peu plus long, il y aurait peut-être eu un peu moins d'action, ça aurait été... Supprimer les créatures magiques, tu fais un choix, l'un ou l'autre. Oui. Voilà, il y a les créatures magiques et les questions de... Ça aurait pu être fait ensemble avec des choix plus simples. Et en tout cas plus affirmés. Si on n'avait pas voulu maintenir une espèce d'ambiguïté sur le fait que le monde magique américain est censé être plus développé parce qu'il y a des racisés, mais en même temps on ne se mélange pas au nommage. J'adore, c'est la petite pique des Anglais face aux Américains. Chez vous, on ne peut pas se marier avec les Moldus. Oui, et à côté, que comme nous sommes plus progressistes que vous. Et à côté, on a un casting 100% blanc, oui, comme ça. Voilà, exactement. Enfin, un casting principal, ouais. Bref, peut-être on va conclure. Je pense qu'on arrive à la fin de la demi-heure. C'était bien, mais bon. Voilà, il manque gravement quelque chose. On peut espérer que les prochains films vont approfondir tout ça. Oui, moi j'irai voir les prochains films. Oui, bien sûr. Voilà. En fait, mais pour le coup, je vais du coup lâcher une petite salle sur Johnny Depp en partant. Ça aurait été n'importe quelle autre franchise. En apprenant Johnny Depp et tout ce qu'il y a autour, je serais pas allé voir le film. Oui. Le problème, c'est que c'est cette franchise. Donc tout ce qu'on vient de dire... Surtout que sur Twitter, J.K. Rowling s'est réjoui d'avoir voilà. que Johnny Depp a été casté dans ce rôle-là. Publiquement. Tout ce qu'on vient de dire sur le film... C'est pour Grindelwald. Non, on va arrêter d'en parler, sinon tout ce qu'on vient de dire sur le film vaut du fait que ce soit l'univers d'Harry Potter et qu'on ne pourra pas s'empêcher d'aller le voir. Je pense, quel que soit qui se passe dedans, quel que soit qui va on veut avoir la fin, on veut avoir la suite de ça. Enfin, en tout cas, moi, je sais que je le veux.
Bah oui, moi aussi j'ai envie de voir. J'ai envie de voir ce qu'ils vont faire avec Albus et Geller, quoi. Je les attends au tournant. Hein, moi personnellement j'ai envie de voir, mais je sais que c'est exactement comme les enfants, enfin comme The Cursed Child. Si ça ne me convient pas, je vais zapper. Je vais vraiment accepter le fait que ce ne soit pas canon et je vais décider que je n'irai pas les voir. Donc pour l'instant effectivement j'ai vraiment envie d'aller les voir et de laisser cette chance à cette saga, mais je n'aurai aucun mal à la laisser de côté si je trouve que c'est nécessaire. Oui. Tout à fait d'accord. Et je rajouterais on va prendre ce qui est bon pour faire de la fanfic. Oui, c'est ça. Après, tu fais ton. De toute façon, le fandom vaut mieux. Est tellement énorme et tellement plein de personnes qui ont des idées phénoménales qu'il y a moyen, de toute façon, d'avoir la saga qui nous convient en faisant le tri via le fandom. Donc, au pire, voilà. On prend ce qui nous arrange, on fait des headcanons sur les personnages. Voilà. C'est la morale de l'histoire. Merci à vous.